des fois on n'a pas trop le choix de travailler sur écran, c'est de pouvoir trouver les bonnes habitudes, les bonnes routines, les bons tips pour voilà, pallier et surmonter en fait le problème. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. Quand on pense aux écrans, on évoque assez vite les effets sur la vue. Il y a quelques années déjà, on disait « Ne te mets pas trop près de la télé, tu vas t'abîmer les yeux ». Mais qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, avec nos écrans de toute taille et omniprésents, il est plus que jamais important de savoir ce qui se passe réellement. Car tant qu'on ne comprend pas vraiment de quoi il en retourne, on ne met rien en place pour se protéger et adopter de bonnes habitudes. Notre experte du jour, Nathalie Villard, est orthoptiste et cofondatrice de Coach for Eyes. Elle est venue nous aider à démêler le vrai du faux, à comprendre les impacts des écrans sur la vision, mais aussi, fatalement, sur le cerveau, et nous donner le guide qui nous a toujours manqué sur la bonne utilisation des écrans pour prendre soin de nos yeux. On abordera aussi les impacts alarmants sur la vision des enfants, un véritable enjeu de santé publique. Si vous le pouvez, profitez de cette écoute pour prendre soin de vos yeux, loin des écrans, en regardant au loin par exemple, ou en les fermant tout simplement. Bonne écoute! Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous dans Et si tu posais ton tel. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter pour que nos auditeurs puissent bien situer où se situe votre expertise sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord Lorraine, puis bonjour à tous les auditeurs. Moi, je suis Nathalie Villard, en fait, je suis orthoptiste. Donc, je soigne des patients à la fois en libéral, mais j'interviens aussi en entreprise pour diffuser la bonne parole et permettre en fait à un plus grand nombre de collaborateurs de prendre soin de sa vue tout en travaillant de longues heures devant des écrans. Une des premières questions moi, qui me vient quand on parle des yeux, de la vision et du lien avec les écrans, c'est est-ce que ça peut vraiment faire baisser la vue ? Est-ce qu'un usage sans précaution aucune peut vraiment venir engendrer ou renforcer une myopie par exemple ? Alors, il y a deux situations. La première situation, c'est qu'effectivement, quand on va être de longues heures devant des écrans, on est en statique. Voilà. Et l'œil, il n'est pas fait en fait pour rester immobile. On fait plus de 100 000 saccades dans une journée. Donc devant les écrans, on va bouger un petit peu les yeux, mais pas dans une amplitude en fait suffisante pour pouvoir contracter et détendre correctement les yeux. Et puis on est toujours à la même distance focale devant les écrans, d'accord ? On fait très peu le balancier là, voilà. On reste relativement figé. Donc ça, cette sédentarité, cet immobilisme de l'œil, eh ben, ça va en fait l'obliger à forcer, à rester un petit peu en équilibre, à rester un petit peu en statique, et ça va déclencher de la fatigue visuelle. Ça, c'est la situation chez l'adulte aujourd'hui, telle qu'on la conçoit et telle qu'on la voit aussi en exercice libéral. Et la deuxième situation, c'est la problématique des écrans chez les enfants. Vous avez parlé de myopie. Effectivement, on s'attend en fait d'ici 2050 à une pandémie de myopie chez les jeunes générations. C'est un problème en fait assez grave puisque la myopie au sens ophtalmologique du terme, c'est une pathologie, d'accord ? C'est une rétine qui est plus fine que la normale puisque c'est un œil qui est plus long que la normale. Donc tous les tissus à l'intérieur vont être étirés et puis s'accompagne aussi des problématiques du nerf optique. Donc cette pandémie de myopie, on parle d'une personne sur deux d'ici 2050. Là, c'est un vrai problème de santé aujourd'hui. Et ça, ce serait lié aux écrans ? Voilà, c'est lié aux écrans. Alors pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que devant les écrans, on sollicite beaucoup notre vision de près. D'accord ? Donc l'enfant, en tout cas le sujet jeune, va fortement en fait accommoder d'une part, et puis d'autre part, il va très peu du coup solliciter sa vision de loin. D'accord ? Là, on est sur des éléments relatifs à notre environnement et à notre mode de vie qui se digitalise beaucoup. Et puis le deuxième facteur, c'est que la lumière en fait a un effet positif sur la longueur de l'œil. D'accord ? Le fond-tour de la lumière en fait va diminuer ou en tout cas stopper ou ralentir la longueur, la croissance excessive de l'œil. Donc, des enfants qui sont fortement sollicités par les écrans, qui vont du coup solliciter beaucoup leur vision de près, très peu leur vision de loin, et qui en plus vont être plutôt en milieu intérieur, parce que quand on est sur les écrans, on est chez soi, d'accord ? On est très peu dehors. Donc, ces deux facteurs-là vont aggraver en fait la croissance exponentielle de la myopie chez les jeunes. Ah oui, donc là, effectivement, on est sur un très gros problème de santé publique. Et donc la lumière, j'imagine, de l'extérieur et la lumière de nos écrans est très différente et n'a pas du tout les mêmes enjeux. Très bien. Donc là,
j'ai l'impression que les bons usages sont assez évidents. Il faut rester le moins longtemps possible sur un écran ou à la même distance, regarder toujours un peu son environnement, essayer de stimuler ses yeux de plein de manières différentes. Exactement. Donc il y a en fait, on va partir sur 2 cibles. Adultes, d'accord, où il faut faire bouger les yeux. Les enfants, limiter en fait, l'exposition aux écrans, et notamment dès le plus jeune âge. Voilà. Sur on limite en fait, on interdit même les écrans chez les enfants de moins de 3 ou 4 ans. 3 ans, hein, c'est ça. Ça veut dire pas d'écran, ça veut dire qu'il faut que les parents, quand ils rentrent chez eux et qu'ils s'occupent de leurs enfants, mettent leur téléphone de côté. Parce que l'enfant va se construire par mimétisme. Donc un enfant qui voit son papa ou sa maman avec un téléphone portable, il va se dire: «C'est un exemple». Voilà, et donc du coup, il va forcément être attiré par, tout le digital. Donc moins il y a de digital autour de l'enfant, et donc moins c'est de sollicitations, ou en tout cas de situations à reproduire pour lui. D'accord, moins il y a de tentation Voilà, finalement. oui, exactement, oui. Et donc chez les adultes, voilà, il faut, faire bouger ses yeux pour éviter d'être en statique. Donc regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, d'accord? De près et de loin, pour rompre en fait cette sédentarité. Mais on parle de sédentarité, digitale, mais pour les yeux, mais voilà, ça peut aussi se décliner pour la posture, les problèmes de dos, de cervical, de canal carpien, et cetera. Et puis pour le mental aussi, parce on a une concentration intellectuelle qui est limitée, et devant les écrans, en fait, on voit pas le temps qui passe. Donc on fera jamais ces micro-pauses, pour, lutter contre cette sédentarité qu'on devrait faire, en fait, de façon, régulière, tout au long de la journée. Donc c'est une pause visuelle, des petites pauses visuelles d'1 minute, toutes les heures, en regardant au loin, en regardant un minimum à 6 mètres, ou les Américains préconisent en fait des pauses, des micro-pauses, de 20 secondes toutes les 20 minutes, pareil, en regardant au loin. Voilà. Donc à vous de choisir ce qui est le plus facile en fait pour vous, mais il faut effectivement, se déconnecter régulièrement, que ce soit sur le plan, visuel ou postural ou cognitif. OK, ouais, plein de choses intéressantes dans tout ça. On est vraiment en fait dans un tunnel quand on est sur nos écrans, qui fait qu'on oublie tout ce qui est bon pour notre corps, pour notre ouais, pour notre vision, pour tout ça quoi. Ouais, vous êtes dans une autre sphère, dans un autre monde en fait. Vous perdez la notion du temps qui passe. Il y a des réflexes, neurologiques comme le clignement des yeux qu'on n'a plus non plus. Et donc du coup, on va dégrader, l'hydratation et la nutrition de votre œil, parce qu'en clignant des yeux, en fait, on sécrète des larmes, et ces larmes, elles vont nourrir en fait votre cornée, elles vont nourrir votre œil. Donc moins de clignement, ça veut dire effectivement moins d'eau, moins d'hydratation et aussi moins de nutriments. Voilà, donc c'est aussi des facteurs aggravants, à votre capital visuel, ou en tout cas une apparition sans doute plus rapide de la fatigue visuelle derrière. Et la fatigue visuelle, ça se répercute comment? Comment on le sent? C'est les yeux qui sont secs, qui grattent, le fait d'avoir mal à la tête peut-être aussi? Qu'est-ce que ça Ouais, comment on en peut fait, ressentir? la fatigue visuelle, c'est effectivement, un ensemble de signes fonctionnels, un ensemble de symptômes, qui vont être plus ou moins handicapants et plus ou moins ancrés, chez les individus. Donc, vous l'avez dit, on va retrouver, une sensation de picotement, qui est liée, à une sécheresse, qui peut être liée à une sécheresse oculaire. On peut avoir, des yeux rouges, on peut avoir, des douleurs, frontales. Voilà, ça cogne, voilà. On peut avoir des douleurs temporales aussi, sur les côtés, on sent que ça tire, des douleurs occipitales à l'arrière, là où est le cerveau visuel, hein, le cerveau occipital qui va, intégrer toutes les informations en provenance des yeux. On peut avoir des maux de tête, bien sûr, on peut avoir la sensation d'avoir les yeux qui brûlent. On peut avoir des yeux secs, des migraines, et puis dans certains cas, en fait, certains individus peuvent aussi avoir des visions doubles. C'est-à-dire que du coup, les yeux sont tellement, sollicités qu'il y en a un des 2 qui lâche, en fait, qui est pas suffisamment tonique, et l'individu a plus cette capacité de, superposer correctement les 2 images l'une sur l'autre. Donc dans une moindre mesure, on peut aussi avoir une vision floue. Pareil, les images, elles sont pas pile poil superposées l'une sur l'autre. Elles sont un petit peu, voilà, de travers, un petit peu en décalé.
Donc en fait, c'est voilà, la fatigue visuelle, c'est un mot générique, hein, c'est une sensation de fatigue, une sensation de lourdeur qui peut se matérialiser en fait sous différents symptômes, voilà, qu'on vient de lister préalablement. Ok, donc ouais, et tout ça parce qu'on cligne pas assez des yeux, parce qu'on n'a pas ces réflexes de prendre soin de nos yeux, et des réflexes qui sont normalement naturels, mais comme on est la tête tellement concentrée ailleurs, on oublie de faire tout ça. Et qui sont liés en fait au temps d'écran. Voilà, Autant une d'écran, personne ouais. qui passe 1 heure par jour devant un écran a peu de risques de souffrir de ces éléments-là. C'est vraiment la notion de temps, d'heures, de longues heures statiques qui Hmm. va déclencher en fait ces problématiques-là. J'imagine que c'est similaire, que ce soit sur un ordinateur, un smartphone ou la télé, ou pas forcément? Alors, plus c'est petit en fait et plus c'est «méchant» entre guillemets. D'accord, ok. Parce que comme, alors il y a plusieurs choses. À la fois, comme c'est petit, en fait, votre œil va accommoder, votre œil Oui. va faire le focus de Mhm. façon plus précise, hein. C'est plus difficile, en fait, de lire un petit caractère, Mhm. de lire, un gros caractère, d'accord? Il y a pas cet Ouais. effet loupe, première chose. Et puis deuxième chose, on va aussi se retrouver sur des outils, en fait, qui vont être plus c'est petit, plus c'est proche. Donc plus on va être aussi, sollicité par la fameuse lumière bleue. D'accord, ouais, tout à fait. Voilà, On allait y venir, mais parfait, voilà, donc parfaite je pense que transition. oui. Parlons de la lumière bleue. Alors, on entend plein de choses sur la lumière bleue, le fait que potentiellement elle va agresser plus nos yeux que d'autres lumières, qu'elle nous éloignerait un peu de nos cycles naturels, du sommeil, etc. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cette fameuse lumière bleue? La lumière bleue, vous avez raison en fait Lorraine, c'est une lumière qui est, proche des ultraviolets. Une lumière qui est extrêmement brillante et qui va, du coup, agresser l'œil par l'intensité en fait de sa luminosité. Donc au niveau du sommeil, on sait que, dans le cycle circadien, en fin de journée, quand le jour commence en fait à tomber, on va enclencher la sécrétion de la mélatonine. Mhm. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est celle qui va vous permettre, en fait, d'accéder, rapidement à un endormissement, et c'est celle qui va aussi vous, donner accès, en fait, à un sommeil réparateur, un sommeil profond. D'accord? Et durant ce sommeil-là, vos cellules, elles se réparent, elles se régénèrent et cetera. Sauf qu'avec la lumière des écrans, en fait, la lumière bleue des écrans, comme elle est brillante, eh bien, elle va tronquer le cerveau, elle va tronquer en fait cette sécrétion de mélatonine puisque le corps va considérer qu'on est encore en position jour, qu'on est encore en mode jour. Il va pas y avoir cette sécrétion d'hormones du sommeil, ou en tout cas, elle va être plus tardive et Mhm. donc sera sans doute de moins bonne qualité ou dans une de moins bonne quantité aussi. Donc ça va du coup, altérer, la qualité de votre sommeil derrière, et donc aussi retarder l'endormissement et avoir des conséquences en fait aujourd'hui, d'ailleurs il y a des études qui sont sorties qui disaient qu'on dormait, 1 heure de 1 h 30 de moins que les générations passées. Donc, la qualité et la quantité de votre sommeil en fait, c'est aussi une porte ouverte à des maladies chroniques, voilà qui sont importantes, type, AVC, diabète, obésité et cetera et cetera. Donc, voilà, les lumières bleues, elles ont une conséquence en fait, sur la qualité et la quantité de votre sommeil. Donc ça, c'est pour le côté sommeil. Sur le côté visuel, comme ces lumières, elles sont extrêmement brillantes, elles vont surexposer en fait en permanence votre rétine, d'accord? La D'accord. lumière en fait, elle va, en permanence solliciter, les photorécepteurs de votre rétine, et donc ça peut aussi créer, une sensation d'éblouissement et une accélération de la fatigue visuelle derrière. Donc de protéger, ses yeux en fin de journée, d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue, une bonne protection. C'est D'accord. une bonne, prévention, à la fois sur la partie sommeil, et puis, c'est relativement confortable aussi pour les personnes qui sont gênées par les éblouissements. Les filtres sur les écrans, est-ce que ça empêche un peu cette lumière bleue, le fait que l'écran soit plus jaune, etc.? On voit de plus en plus ça sur les smartphones, et on peut installer aussi des protections en plus sur les ordinateurs. Est-ce que vous savez si ça limite? En fait, c'est un peu le même concept en fait que les lunettes anti-lumière bleue. Voilà, c'est le même principe, hein, globalement. Après, il y a peut-être des technos qui sont un petit peu différentes,
les unes des autres. Mais c'est le principe, c'est-à-dire de diminuer en fait la diffusion de ces fameuses lumières bleues qui sont extrêmement brillantes, extrêmement intenses en termes de luminosité. Ok. Et pour refaire un bond sur le sommeil, du coup, ça veut dire que quelqu'un qui s'endormirait très vite et qui aurait aucun souci d'endormissement peut quand même voir la qualité de son sommeil impactée, pardon, et se réveiller peut-être avec une sensation le matin de pas avoir fait une nuit. Voilà, ça peut être reposante. effectivement le cas. Ouais, ouais. D'accord. Donc c'est pas forcément juste une question d'avoir du mal à s'endormir. Je suis pas spécialiste du sommeil, donc faut échanger avec des spécialistes Bien sûr. peut-être de façon plus précise là-dessus. En tout cas, le sommeil, c'est la vie. Tout à fait. Effectivement, je suis en train de faire mes petites recherches pour avoir un spécialiste du sommeil aussi. Je trouve que c'est un sujet qui mériterait un épisode à part entière, mais ça nous donne déjà une petite entrée dans le sujet. Et puis, on se rend compte que tout est lié, quoi. Hein. Les impacts sur les yeux vont avoir des impacts sur le sommeil, qui vont avoir des impacts sur des maladies qui peuvent être graves et chroniques, comme vous l'avez dit. Donc, une petite, c'est l'effet papillon, quoi, on va dire. C'est vraiment assez bluffant quand on part de l'effet sur les yeux et qu'on voit jusqu'où ça peut aller. On déroule la pelote. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, je voudrais rebondir aussi donc sur ce qu'on disait, sur le fait qu'on ait toute cette quantité de lumière qui soit agressive pour la rétine et qui empêche l'endormissement. Est-ce que c'est pour ça qu'on a vu un peu émerger les dark modes, les modes sombres et les modes clairs? Je sais pas si vous allez pouvoir me parler de ça, mais est-ce que ça a vraiment un impact peut-être d'utiliser des écrans sombres, ce serait mieux le soir, et des écrans clairs la journée ou tout le temps sombre? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Ouais, alors il y a plusieurs choses. En fait, dans l'ergonomie de votre environnement de travail, la luminosité en fait est importante. Et de régler la luminosité de votre écran, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait faire en fonction des environnements lumineux dans lesquels on est. En fait, on considère qu'il faut avoir à peu près la même luminosité entre votre environnement de travail, entre votre bureau, et la luminance ou la luminosité de votre écran. D'accord? Pour que ce soit relativement harmonieux. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un environnement, un bureau en fait un peu sombre, ok, vous mettez, vous avez la luminosité de votre écran qui est au maximum. Ça va créer en fait un éblouissement, comme quand vous êtes en conduite automobile la nuit. Vous êtes dans un environnement en fait qui est sombre et les phares qui arrivent des voitures qui sont en face vont venir vous éblouir. Donc on va se retrouver dans cette situation-là. Donc il faut, si on veut être bien, améliorer en tout cas notre environnement de travail au niveau digital, il faut faire en sorte que vous régliez la luminosité de votre écran dans la même harmonie que votre environnement, que la luminosité de votre environnement de bureau. D'accord? À 10 ou 15% près. D'accord? À peu près. Au-delà, en fait, on va créer vraiment un éblouissement qui va du coup gêner en fait ou qui peut engendrer en fait l'apparition de fatigue oculaire. Donc, je reviens par rapport au dark mode. Dans cet environnement un petit peu de pénombre, là, pour le coup, ça peut effectivement avoir un peu de sens de mettre le fond noir, écriture blanche, parce qu'on va être dans un environnement en fait plus pas nocturne, mais en tout cas moins contrasté. D'accord? Et donc le fond noir, comme on est dans un environnement sombre, du coup, il y aura effectivement moins de surbrillance. Ok, donc tout est une question d'harmoniser l'écran dans son environnement, même genre de lumière, même même intensité, etc. Ce qui veut dire que pratiquement au cours d'une journée, si vous êtes dans un environnement qui est un peu exposé à la lumière, eh bien le matin, vous allez avoir un bureau qui est un petit peu moins lumineux, qui va être très lumineux à midi et qui, à 18h, va être un petit peu plus sombre. Et donc, il faudrait effectivement, à ce moment-là, régler cette luminosité. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de jongler en fait avec des lumières de bureau, des lumières d'appoint, pour renforcer en fait le contraste et donc améliorer aussi la capacité de l'œil à faire la mise au point et à voir net. Ok, très bien. Donc, soit adapter l'ordinateur, soit l'environnement en fonction de l'heure. Voilà, très bien, c'est très clair. Donc le mode fond noir, effectivement, ça peut être utile si vous êtes dans une pièce qui est pas très bien éclairée ou si vous êtes en fin de journée, de basculer effectivement sur ce mode-là, mais pas le faire de façon systématique. D'accord, ok, c'est très clair.
Je me rends compte que je suis quand même assez mauvaise élève là-dessus, qu'il va falloir que je mette des choses en place, mais c'est très clair et au moins je sais comment procéder maintenant, donc c'est parfait. Après, ça peut être bien aussi pour les personnes qui sont photophobiques, c'est-à-dire qui vont en fait être très sensibles à la luminosité. Là, pour le coup, effectivement, d'avoir un fond un petit peu plus sombre, ça peut être effectivement plus agréable et plus confortable pour elles. D'accord, ok. Très bien. Donc voir aussi en fonction de sa sensibilité, tester un petit peu Ouais. et voir comment on se sent, si on a plus de fatigue ou pas, etc. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi, c'était la taille des informations sur un écran. Donc on en a un petit peu parlé. Le fait que ce soit sur mobile, c'est plus petit, donc on se concentre plus, donc ça nous demande plus d'accommodation et donc plus de fatigue. Oui. Mais en même temps, ces petits caractères, on peut les retrouver aussi dans des livres, quand on lit des textes courts, etc. Est-ce qu'il y a des différences liées au fait que ce soit des écrans ou que c'est les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu? Non, c'est pas les mêmes mécanismes. Ok. En fait, il y a plusieurs choses. Quand on est sur un écran, on est sur un support qui est rétroéclairé. Ok, donc la lumière, elle émane de l'écran, elle va surexposer en fait les cellules de la rétine, les photorécepteurs, de façon permanente et constante. Quand on est sur un livre, la lumière, elle est projetée sur l'écran, elle est projetée pardon sur la page. Ouais. Donc la relation en fait est un petit peu différente à ce niveau-là, au niveau de la luminosité. Après, il y a des éléments qui sont différents aussi en termes de lecture. Quand on est sur un livre, on lit de gauche à droite, d'accord? On fait des retours à la ligne. Quand on est en fait sur un écran, on scrolle, d'accord? Et donc le repère visuospatial en termes de lecture est différent et ça va avoir des conséquences sur la mémoire visuelle, sur la mémoire spatiale. On est moins performant, on arrive moins bien à mémoriser et à se repérer sur un écran que sur un support papier. C'est intéressant. Donc, quand on a cet instinct de on repère mieux les fautes d'orthographe sur papier, quand c'est imprimé, etc., en fait, c'est pas du tout une fausse impression. C'est ça. Ah ouais, ok. Ah, super intéressant. Ok, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de différences. On peut pas dire, oui, mais c'est comme sur un livre. Il y a toutes ces différences qui rentrent en jeu. Bon, effectivement, on se rend compte que être sur les écrans tout le temps, c'est loin d'être une bonne chose pour nos yeux sur bien des égards. Bon, après, c'est comme tout. Le digital est bien aussi. Il y a plein de choses. Je pense que c'est question de nuances. Voilà, de trop plein, le corps humain, en fait, n'aime pas les excès. Voilà. Donc après, s'il y a excès, parce que des fois, on n'a pas trop le choix de travailler sur écran, c'est de pouvoir trouver les bonnes habitudes, les bonnes routines, les bons tips pour pallier et surmonter en fait le problème. Super. Alors du coup, on parle de bonnes routines, de bons tips. Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire quelques astuces que vous donnez quand vous allez même dans ces postes, enfin dans ces entreprises aussi pour aider les personnes à adopter des bonnes habitudes et à limiter les effets négatifs tout en profitant de tout ce qu'on peut faire sur le digital. Alors, la première chose, c'est de s'entraîner avec des petits exercices visuels, d'accord? On a vu qu'il fallait effectivement bouger les yeux. Donc, quand vous êtes devant vos écrans, vos yeux sont statiques, d'accord? Donc, il y a un exercice en fait qui est assez simple pour les personnes qui ont une vision binoculaire. Là, j'exclus les personnes qui ont un strabisme et notamment les strabismes convergents, de s'entraîner en fait à loucher. D'accord? Même si on vous a dit quand vous étiez petit qu'il fallait pas loucher, en fait, c'est une bêtise. La convergence, ce que vous appelez en langage commun la loucherie, c'est un mouvement qui est normal. On parle de réflexe de convergence. Donc, on a un automatisme autour de cette convergence qui se déclenche quand vous rapprochez en fait un support proche de votre visage. D'accord? Vous pouvez faire l'exercice, Lorraine. On rapproche nos mains, ok, et vous sentez que vos yeux convergent. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Comme quand on doit taper dans un ballon, on prépare notre geste. Là, pour le coup, c'est automatique. Donc, c'est de s'entraîner à converger. Voilà, régulièrement, 2 ou 3 fois par jour. Ça va être aussi de faire des petits exercices en fait d'étirement, de regarder à droite, de regarder à gauche, en haut, en bas, en oblique dans un sens, en oblique dans l'autre, pour étirer et puis pour du coup permettre en fait aux yeux de regarder dans les champs visuels externes, d'accord, et pour
limiter cette contracture et ces espèces d'œillères qu'on a quand on est sur des écrans. Deuxième conseil, c'est de faire des petites pauses, des micro-pauses. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Rompre cette sédentarité, permettre aux yeux de regarder au loin, de se détendre et profiter de cette pause pour boire un verre d'eau, pour faire quelques pas, pour libérer la posture, et pour penser au fait aussi à autre chose. Donc on évite pendant l'heure de pause, pendant la minute de pause, de regarder son téléphone par exemple. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le genre de truc à bannir du quotidien. Et puis, troisième petit exercice que vous pouvez faire aussi, qui peut être fait, par exemple, pendant une micro-pause, c'est de penser à cligner des yeux. D'accord ? Pour accélérer, en fait, la sécrétion de larmes et éviter, en fait, que l'œil soit sec et qu'il soit correctement hydraté et nourri. Très bien. Alors, je pense que là, en écoutant ça, il y a beaucoup de gens qui sont mis à cligner frénétiquement des yeux. Ok, super. En plus, ça paraît pas si compliqué à faire et ça peut tout de suite réduire les effets néfastes assez facilement. Donc, c'est chouette. En fait, faut faire sa gym, ses étirements pour les yeux aussi, quoi, finalement. Ouais, il faudrait presque se dire que quand on ouvre son ordinateur, par exemple, de se dire, je fais un petit exercice de loucherie. Hop, je me mets un petit post-it sur mon ordi pour penser à cligner des yeux, où je me dessine un œil, un petit reminder. Et quand je ferme l'écran, du coup, je fais un petit exercice à droite, à gauche, en haut, en bas. Se mettre des petits rituels qui nous font penser à faire ça, quoi. Si on veut relever le challenge de garder des yeux sains devant les écrans, il faut trouver une routine, un rituel, des habitudes que vous suivez de façon quotidienne et se raccrocher à ces habitudes, en fait, pour rentrer votre petit planning d'exercices visuels. Très bien. On saura aussi que la prochaine fois que l'ordinateur met un petit peu plus de temps à sauvegarder quelque chose ou qu'un logiciel met un peu de temps à s'ouvrir, plutôt que d'attraper le téléphone, on fera des petits étirements d'yeux, on regardera au loin, etc. C'est ça, c'est une bonne approche. Sinon, autre chose qu'on n'a pas forcément évoqué, j'ai déjà croisé la notion de capital visuel. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette limite est-ce que notre vue a des limites de sollicitation ? Qu'est-ce qu'on peut lui imposer et qu'est-ce qui ne supportera pas ? Pour ce qui est du capital visuel, en fait, faut se remettre un petit peu dans le contexte. Nos yeux, en fait, ils vieillissent comme nous. Donc, les cellules de l'œil, elles vont aussi avoir des capacités qui peuvent être réduites ou qui peuvent diminuer au fur et à mesure de l'âge. C'est par exemple le cas avec l'arrivée de la presbytie vers 40-45 ans. C'est le cas ensuite de la cataracte, etc., etc. Donc, notre capital, effectivement, il est lié en fait à la vie de la cellule et les écrans, notamment comme on sollicite en fait beaucoup la vision de près et notre capacité en fait à faire le focus de près peuvent être aussi un petit peu plus gênés ou en tout cas avoir besoin d'un petit coup de pouce avec des lunettes de confort ou potentiellement des lunettes pré-progressives un petit peu plus tôt que la norme. D'accord, ok. Donc c'est un petit peu comme comme la peau où on connaît un peu plus, où on a un capital soleil, où si on s'expose trop souvent, trop fort, forcément on va avoir de plus en plus de mal avec le temps à gérer ces expositions. Donc au soleil dans le cas de la peau ou dans le cas des yeux à accommoder, à gérer la fatigue visuelle, etc. Voilà. Okay. Exactement, c'est un petit peu le même. Plus on va solliciter en fait des structures de l'œil de façon intensive, plus forcément en fait on risque de dégrader ou en tout cas d'accélérer la fatigue et potentiellement le vieillissement de l'œil. Voilà. Dans une mesure acceptable, bien sûr. Hein. Là, on n'est pas sur de la pathologie en fait, on est plutôt sur du confort aujourd'hui. Ok, très clair. Et est-ce que les écrans peuvent nous faire vraiment perdre des capacités visuelles ? Alors on a parlé un petit peu de myopie, donc on a vu que ça pouvait effectivement, surtout dans la construction, accélérer, ou renforcer une myopie. Mais est-ce que du coup une myopie, on ne revient pas en arrière a priori, donc du coup on peut dire que les écrans dans certains cas peuvent nous faire perdre des capacités visuelles. Alors, effectivement, l'œil d'un myope, c'est un œil qui est plus long que la normale, donc il va rester en fait long. Et on se rend compte, notamment chez les enfants, que plus on va avoir une myopie tôt,
Mmh. Chez un enfant, par exemple, au primaire, entre 6 et 10 ans, et plus il y a des chances que sa myopie, en fait, s'aggrave de façon conséquente. D'accord, OK. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de lutter aujourd'hui contre la myopie, donc d'avoir, des bons usages, voilà, de limiter les temps d'écran, de, permettre aux enfants de jouer dehors. Ça lutte contre la myopie, mais ça va lutter aussi contre l'obésité, contre la sédentarité, et cetera. Donc, il Mmh. y a vraiment des bienfaits à avoir cette démarche-là. Et puis, s'il y a effectivement myopie, il y a aujourd'hui des laboratoires qui ont créé des lunettes de freination de la myopie, D'accord. et qui sont efficaces, qui permettent vraiment de ralentir de façon conséquente. Et plus on va ralentir, en fait, en amont, et moins il y a de risques, en fait, derrière, d'avoir, une explosion exponentielle de la myopie, un petit peu plus tard, à l'adolescence, par exemple. Donc ouais, on peut pas récupérer des facultés, mais il y a des choses pour les enfants, pour les adolescents, pour ralentir le processus et éviter que ça n'empire trop à ce niveau-là. Exactement. Donc des fois, on peut avoir des sensations qui sont liées finalement à la fatigue visuelle, Mmh. mais en ayant des bons usages, retrouver des meilleures capacités, éliminer ces sensations, peut-être de voir trouble le soir après avoir passé trop de temps sur les écrans, ou d'être ébloui, ou d'avoir mal à la tête. Finalement, si on retrouve des bons usages, on pourrait ne plus avoir ces symptômes, ou plus autant, a priori. Ouais, et ben vous avez raison, en fait, Lorraine, quand on passe beaucoup de temps sur les écrans, le risque, c'est que les 2 yeux, en fait, droit et gauche, œil droit et œil gauche, soient pas bien coordonnés. Qu'il y en ait un qui prenne le lead au détriment de l'autre, et donc au lieu d'avoir les 2 images l'une sur l'autre, elles Mmh. vont être un petit peu décalées, voire carrément, dissociées. OK? D'accord. Donc avec, des petits exercices, avec des bonnes pratiques déjà. Ensuite, avec des petits exercices que vous pouvez faire là pour le coup, en cabinet, Mmh. on va, réussir à, tonifier les yeux, à leur donner, une plus grande amplitude de convergence et de divergence, et donc à permettre de rééquilibrer, en fait, l'entraînement, ou en tout cas le travail d'équipe entre l'œil droit et l'œil gauche, pour avoir une bonne superposition d'images droite et gauche, et donc permettre, en fait, au patient, ou permettre, en fait, à l'individu, de bien fusionner les 2 images et de ne plus voir flou, voir ou double. D'accord, OK. D'accord? Donc OK. par le biais d'exercices oculaires assez Mmh. ciblés, on permet à des patients ou à des individus de récupérer, une bonne vision binoculaire qu'ils n'avaient pas, en fait, préalablement, à travers, de la fatigue visuelle, ou une vision floue, ou des troubles de l'accommodation, et cetera. Donc Et oui, si on va c'est réversible. Oui, c'est réversible, les problématiques liées aux écrans. super. C'est un petit peu, si je fais encore une transposition, une comparaison, c'est un petit peu un kiné des yeux, en fait, qui vient vous réapprendre à faire les bons mouvements, et cetera. C'est exactement ça, ouais. C'est OK, une bonne un bon résumé, de l'activité, ouais, complètement. super, super, super. Comment dire? Je me suis toujours posé ça, c'est peut-être un peu naïf comme question, mais du coup, quand on va chez l'ophtalmo, il distingue bien ce qui est musculaire comme ça de ce qui est un problème de vue, puisque ça n'a rien à voir, c'est une question de, comme vous disiez, d'œil trop long, etc. Donc, on distingue bien les problèmes orthoptiques des problèmes ophtalmologiques. Complètement. Ouais, ouais, c'est Ouais, 2 choses complémentaires, voilà, et c'est ce qui va permettre d'avoir, de voir la bonne santé de l'œil. Voilà, vous pouvez OK. avoir, une vue parfaite, à 10 ou 12 dixièmes, œil droit, 10 ou 12 dixièmes, œil gauche, avoir un nerf optique, correct, et cetera. Tout est normal, sur le plan physiologique. En revanche, si vos 2 yeux sont pas bien coordonnés, œil droit et œil gauche, et bien du coup, vous pouvez être en situation d'inconfort et avoir une sensation de baisse d'acuité visuelle. Sinon, lorsque on a fait connaissance, lorsqu'on s'est parlé avant l'enregistrement, vous m'avez dit que quand on parle de vision, c'est aussi du cerveau dont on parle. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette notion? Oui, alors du coup, pour, faire un petit rappel, anatomique. La lumière, elle va, traverser l'œil, d'accord? Par la cornée, le cristallin, et elle va aller, en fait, au niveau de la rétine. D'accord? La rétine, c'est un ensemble de différentes couches, Mmh. hem,
neurosensoriels, notamment des photorécepteurs, qui vont transformer la lumière en message nerveux. Le message transite via le nerf optique pour aller ensuite vers les voies visuelles et être analysé au niveau du cerveau occipital. D'accord ? Le cerveau occipital, c'est au niveau de l'arrière de la tête. Donc, le cerveau visuel va analyser en fait cette information-là sous différentes coutures et donner en fait une analyse et une signification en fait à ce qui est vu. On passe de longueur d'onde au niveau de l'œil à une signification, une analyse de ces éléments-là pour dire voilà, ça c'est un crayon et il est vert. D'accord ? Donc c'est votre cerveau qui voit en fait, c'est votre cerveau qui va faire l'interprétation du message électrique qui vient en provenance des deux rétines. Donc la vue est neurologique, c'est votre cerveau qui voit au final. Effectivement. Et donc du coup derrière, je rebondis parce que c'est aussi important de savoir que dans le quotidien, la vue c'est le sens le plus utilisé à hauteur de 80-84% du système sensoriel, donc très loin devant l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et que les éléments qui sont analysés en fait par le cerveau visuel vont être ensuite dispatchés vers d'autres aires cérébrales ou motrices ou sensorielles. Par exemple, on est sur un terrain de foot, il y a un ballon, vous analysez la scène, d'accord ? Vous analysez l'environnement, vous voyez en fait des buts qui sont en face, votre cerveau va analyser en fait tous ces éléments-là sur le plan visuel et va envoyer en fait l'information au niveau moteur d'aller shooter au centre de la balle et d'aller l'orienter dans le bon axe pour aller rentrer le ballon dans les buts. D'accord ? Donc tout ça, au démarrage, c'est aussi votre cerveau qui a analysé toutes ces situations-là. Donc l'importance du visuel du cortex visuel est primordiale dans votre quotidien parce que il y a plein d'éléments d'information qui vont transiter par les yeux et qui vont être redispatchés en fait sur d'autres aires corticales. Est-ce qu'on peut dire qu'une vision affaiblie, c'est un cerveau qui est pas au top de ses capacités, qui va peut-être plus devoir faire d'efforts pour compenser peut-être une vision qui soit moins nette ou qui va être moins productif, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, du coup, il y a forcément un travail en fait de réajustement qui est fait. De compensation. De part et d'autre. Vos yeux vont aussi forcer parce qu'il y a un pouvoir accommodatif qui va quand même être sollicité, mais derrière aussi, sur le plan cognitif, il y a aussi des éléments qui vont être dégradés et qu'il va falloir réajuster. Est-ce que quelqu'un qui aurait le sentiment que ça n'a pas d'impact sur lui, j'imagine que finalement ces impacts ils sont quand même là, ils seront juste moins perçus, ils vont arriver plus tard. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui dit oh non moi les écrans ça me fait rien du tout, je dors comme un bébé, j'ai aucun problème de vue, aucune myopie, rien du tout et j'ai jamais mal à la tête. Bon, est-ce que j'imagine que cette personne on peut lui recommander quand même de faire de la prévention sur tout ça ? Exactement, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de signes fonctionnels, qui résistent bien, qui ont probablement une bonne tonicité en fait oculaire, et donc du coup de mettre en pratique ces bons usages, de faire des petites pauses, de cligner, c'est de pouvoir asseoir en fait le capital digital qu'ils ont en fait aujourd'hui et d'éviter en fait que ça se dégrade trop vite ou que ça chute potentiellement ou éventuellement à un moment ou à un autre. Donc c'est de la prévention, voilà, comme on se lave les dents pour éviter les caries, de faire des petits exercices dans ce registre-là. Voilà, on a tout à y gagner. Oui, c'est dommage d'attendre d'avoir un vrai problème pour agir effectivement là-dessus. Super. Et au contraire, est-ce qu'il y a des signaux particulièrement alarmants où vous direz que là, si on les ressent, il vaut mieux aller consulter un orthoptiste ou vraiment, enfin, je sais pas s'il y a d'autres types de spécialistes, peut-être prendre des consultations pour toute l'entreprise avec Coach for Eyes. On reviendra après pour que vous puissiez parler exactement plus de ce que vous faites. Mais voilà, quels sont les signaux vraiment plus alarmants où il faudrait commencer à avoir des professionnels de santé? On va reprendre un peu les signes fonctionnels qu'on a évoqués tout à l'heure.
c'est-à-dire les picotements, les rougeurs oculaires, la sensation d'œil lourd, les tiraillements, les maux de tête, les migraines, Ok. les douleurs frontales. Voilà, tous ces éléments-là, en fait, ce sont des signes fonctionnels, des symptômes qui Mhm. signifient qu'il y a un problème. Voilà, Ouais, c'est une d'accord. alerte, hein. Quand vous avez une gêne de ce type-là, c'est signe que votre corps réagit en fait, hein, et que les stratégies compensatoires que vous avez réussi à mettre en place pour pallier à ce problème-là, elles sont plus opérationnelles. Hmm. Ça se décompense en fait sur des troubles. Donc là, il faut traiter effectivement. Ok, c'est très clair. Pensez à prendre soin de votre vue dès maintenant, même effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, même si vous n'avez pas de signes fonctionnels. Mhm. Parce que la vue, c'est important. Même si les problématiques en fait liées aux écrans ne sont pas vitales, comme peuvent l'être d'autres maladies, type les AVC ou autres, la vue, c'est quand même le sens le plus sollicité en fait dans votre quotidien. Et d'avoir une vue défaillante ou une vue inconfortable aujourd'hui, ça peut mettre les individus dans une situation d'inconfort, voire une situation de handicap. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. D'en prendre soin, en fait, c'est permettre en fait à chaque collaborateur de travailler dans de meilleures conditions, travailler mieux, et puis à chaque individu d'être aussi mieux dans ses baskets, mieux dans ses yeux, et d'appréhender la vie en fait avec un joli regard. C'est bien formulé, j'aime beaucoup. C'est parfait. Pour clore un petit peu cet épisode, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites avec Coach for Eyes? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut vous solliciter si on est intéressé de traiter cette problématique avec vous? Oui, alors Coach for Eyes, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une société qu'on a créée en 2016 pour permettre aux collaborateurs de travailler mieux dans de meilleures conditions face à l'exposition en fait aux écrans. Donc, on propose des programmes qu'on va plugger directement dans les environnements de travail comme Teams ou comme Google Chat à travers une application et un chatbot. Pour permettre en fait à chaque individu de faire ses petites pauses visuelles, de faire des petits exercices. On a élargi en fait le spectre à la posture et au cognitif aussi, pour englober en fait une problématique digitale la plus large possible. Donc avec du contenu, avec des petits exercices aussi, et des bonnes habitudes pour travailler mieux et être mieux, que ce soit sur le plan visuel, postural ou cognitif. Et donc d'assurer aussi aux collaborateurs via leur RH ou via la médecine du travail des conditions de travail en fait optimales. Et donc, on peut vous contacter via votre site pour avoir plus d'infos et puis pour éventuellement faire ce travail avec vous et pour ses collaborateurs. Exactement. C'est parfait. Bon, toutes les informations, moi, je les mets à chaque fois dans la description de l'épisode de toute façon pour ceux qui seraient intéressés de travailler avec Coach for Eyes. On va pouvoir finir avec la question signature du podcast. Est-ce que vous avez un challenge à proposer à nos auditeurs qui puissent appliquer directement en sortant de l'épisode? Alors, en vérité, on en a donné plein des challenges parce qu'on a quand même donné plein de tips et d'astuces et d'exercices à faire concrètement. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient en tête? Alors, le challenge, ça pourrait être, par exemple, de se dire, on s'engage à faire 5 petites pauses d'1 minute toutes les heures au cours de la journée. Ça serait déjà une belle réussite pour lutter contre la sédentarité digitale. Eh ben, c'est parfait comme challenge pour terminer cet épisode. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura autant intéressé que moi. Je suis vraiment ressortie pleine d'idées et de choses concrètes à faire pour mes yeux. Et même pendant l'enregistrement, j'étais déjà en train de refaire des réglages luminosité et à commencer à regarder au loin. On l'a vu aussi, mais c'est aussi un bon rappel de protéger les enfants des écrans, de pas trop les exposer, et pas du tout avant 3 ans, de protéger leurs yeux et d'éviter la sédentarité. Car comme on l'a vu, il y a vraiment beaucoup d'impact. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner tous ces bons conseils à vos proches. C'est ce qui fait le plus connaître le podcast. Pour retrouver Coach for Eyes et Nathalie Villard, toutes les informations sont en description de l'épisode comme d'habitude. Je vous laisse avec le challenge de Nathalie. Engagez-vous à faire 5 pauses loin des écrans avec les bons exercices qu'on a vus ensemble. 5 pauses de 1 minute pour vous que vous vous octroyez pour éviter la fatigue visuelle et faire une vraie pause loin des écrans et pas sur le téléphone portable. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode capsule et le prochain épisode expert. Et en attendant,
Bonne déconnexion! Merci encore d'avoir écouté cet épisode. La saison 2 du podcast Et si tu posais ton tel, je le rappelle, c'est un rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour un épisode avec un expert, et un rendez-vous tous les premiers dimanches du mois pour une capsule solo plus spontanée et plus courte, juste entre vous et moi. Je vous dis à bientôt, et en attendant, bonne déconnexion!